Salut à toi mon très cher japonisant, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça c'est une petite vidéo qui vient accompagner l'article de mon blog Comment certifier ton niveau en japonais. Cette vidéo là que je fais maintenant, c'est plus une vidéo qui va prendre le format d'une vidéo d'une discussion, comme si je te parlais à toi directement. Il ne va pas avoir d'effet de montage ou de photos ou quoi que ce soit. C'est un vlog qu'une véritable vidéo YouTube avec tout le montage qui va. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le sujet, c'est comment certifier ton niveau en japonais. Bon, alors je vais me placer du point de vue de la France. Il existe une quantité d'examens, de tests, et en particulier au Japon et plus largement en Asie, qu'on n'a pas ici. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais je vais parler des deux principaux tests que nous avons en France pour évaluer, certifier officiellement notre niveau en japonais. Bon. En France, on a principalement, comme vous le savez, le JLPT, qui est organisé par la Fondation du Japon et les services d'échange éducatif japonais. Le JLPT, Japanese Language Proficiency Test, Nihongo no Ryoku Shiken. Bon, traduction en test de compétences en langue japonaise. Voilà. Et puis on a un deuxième examen, une certification qui prend de l'ampleur, qui gagne en puissance, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. C'est le LILAT, Live Language Test, qui est une approche assez innovante, différente du JLPT pour certifier ses compétences réelles, opérationnelles en japonais. Et je voulais aussi vous en parler. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à dire que pour information, je n'ai aucun intérêt personnel, financier ou quelque forme que ce soit dans les structures qui organisent ces examens. Je vous fais part simplement de mon expérience d'ancien candidat, de formateur, et je vous donne mon avis. Voilà, je partage mon avis sincère tel que je vois les choses. Pour ma part, moi j'ai obtenu un Master 2 en japonais à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. J'ai vécu 12 ans au Japon, j'ai travaillé là-bas, hein, bien évidemment. J'ai été au Japon pendant un an dans une école de langue pour perfectionner mon japonais. Et à l'époque, c'était remonte il y a plus de 15 ans, j'ai validé le niveau N2 du JLPT. Et juste avant de rentrer en France, il y a plus de 12 ans, j'ai passé le test préparatoire, le test d'entraînement N1 du JLPT, qui est organisé par la Fondation du Japon, et j'ai obtenu environ 70% de réponses justes. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, la Fondation du Japon organise durant l'année des sessions d'entraînement au JLPT. Ça se passe comme le vrai JLPT, simplement donc dans une salle d'examen avec un numéro, tout ce qui est, vous obtenez un certificat, vous avez un pourcentage de taux de réussite. Après, bon, si vous voulez vraiment avoir la certification officielle, il faut passer l'examen à la date du JLPT. Voilà, ça c'est cette différence que on trouve aussi au Japon. On peut parfaitement passer des sessions d'entraînement. Voilà. Et puis en France, j'ai passé le niveau C1 de japonais. Alors le C1 c'est un autre standard, c'est le standard européen du CECRL. Donc là il y a 6 niveaux, A1, A2 pour débutant, débutant confirmé, B1 pour niveau seuil, B2 c'est intermédiaire avancé, et C1, C2 c'est niveau avancé, et C2 c'est bilingue. Hein, c'est vraiment bilingue. Peu de gens ont le certificat C2. Bon, mais l'approche, l'évaluation est complètement différente que celle du JLPT, c'est donc cela je vais parler. Et actuellement, ben, je suis consultant formateur, je donne des cours de japonais, et puis j'aide les entreprises également à travailler ensemble, les entreprises japonaises et les entreprises françaises, à travailler ensemble dans le cadre de différentes missions, mais principalement dans l'événementiel.
Donc voilà, je vais commencer cette présentation par le JLPT. Alors j'ai mes notes qui sont affichées derrière à l'écran, et donc de temps en temps je regarderai pour reprendre mes idées, reprendre le fil. Donc voilà, parlons du JLPT, le test de compétences en japonais. Donc c'est un test, je vais le présenter hein, pour ceux qui le découvrent, c'est un test standardisé japonais qui est reconnu internationalement. Il a été lancé en 1984 et il est organisé, comme je vous le disais, par la Fondation du Japon et les services d'échange éducatifs japonais. Il y a 2 sessions par an dans le monde entier. Il y a une session en juillet et une session en décembre. Alors en France, c'est le premier dimanche de juillet, le premier dimanche de décembre. Exactement. En France, nous avons 5 centres d'examen, oui, actuellement en 2024. Il y a Paris, il y a Lyon, je les regarde, il y a Nantes, il y a Strasbourg, il y a Bordeaux. Voilà, je n'en ai pas oublié. Voilà. Bon, selon les centres, certains centres font juillet-décembre, d'autres ne font qu'un seul des 2 examens sur l'année, ça dépend du volume de gens. Le prix de l'inscription du JLPT varie entre 75 et 85 euros selon le niveau, et le test selon le niveau dure entre 105 minutes et 170 minutes environ. C'est un test qui se déroule sur table. Il prend la forme de QCM d'une centaine de questions et il évalue la compréhension du candidat en langue japonaise. Il y a 5 niveaux, il y a le N5 qui est un niveau débutant, le N4, N3, N2 et N1 qui est pour le niveau avancé. Le N1, voilà. Donc le JLPT est composé de 3 épreuves de langue, et c'est des épreuves de compréhension. Vous avez une épreuve de langue générale, hein, où vous va vous interroger sur du vocabulaire, sur de la lecture de kanji, sur des expressions grammaticales. Et puis vous avez une deuxième volet qui est la compréhension de texte. Alors vous avez une série de textes à comprendre et puis à lire. Vous devez répondre à des QCM. Et puis vous avez donc la dernière épreuve qui est une épreuve d'écoute. Voilà. Et la note finale est sur 180 points. Les résultats de l'examen, de votre performance, vous seront communiqués dans les 2 mois par voie informatique ou voie postale. Et voie postale. Voie postale un peu plus tard. Voilà, donc si vous passez votre session début décembre, vous aurez vos résultats grosso modo en ligne fin janvier et votre certificat courant mars. Voilà, c'est votre certificat papier courant mars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le JLPT? Alors le JLPT, il est reconnu dans le monde entier parce que c'est un examen qui fait date, qui est historique. Donc les gens qui sont dans le monde japonais, ils comprennent ce que c'est le JLPT et les niveaux parlent d'eux-mêmes. Bon. Donc au Japon, je dis bien au Japon, le niveau 2 est requis pour les formations universitaires courtes ou celles des écoles professionnelles. Et en général, un employeur au Japon, il demande à son candidat à son futur employé d'avoir le niveau 2 au minimum. Voilà, c'est ce qui est demandé pour pouvoir occuper un poste. Le niveau 1, lui, va permettre d'accéder à des formations universitaires classiques et longues. Et évidemment, dans le monde de l'emploi, comme c'est la compétition, si on a un niveau 1, on est quand même plus avantagé que ceux qui ont un simple niveau 2. Juste pour information, donc le JLPT, vous le savez, c'est très populaire. Il y a depuis 1984, il y a eu des millions de candidats qui l'ont passé. Et juste pour information, en juillet 2023, c'est pour vous donner une idée d'échelle, il y avait 602 140 candidats à présenter le JLPT, tout niveau confondu dans le monde entier, et 251 030 ont réussi, ce qui fait un taux de réussite moyen, tout niveau confondu, d'environ 42%. Donc il y a quand même, grosso modo, 60% de gens qui l'échouent. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le JLPT, c'est un test qui est utile pour les personnes qui souhaitent poursuivre des études au Japon, travailler au Japon, ou simplement améliorer leur niveau technique et, du japonais, et puis s'auto-évaluer. D'un point de vue technique, c'est, je pense, un très bel examen. Alors, je vais vous
faire un petit peu mes commentaires personnels, mon analyse telle que je perçois un peu les choses au regard de mon expérience d'ancien candidat, d'une personne qui est dans le monde professionnel entre la France et le Japon depuis peu plus de 15 ans, peut-être, mais ça fait bien 20 ans, maintenant que je suis entre les deux pays. Je voulais vous faire part de mes réflexions. Clairement, le JLPT, c'est un très bel outil pédagogique pour les apprenants et pour les formateurs. Pour les apprenants, parce que ça leur donne un objectif immédiatement visible, ça leur permet de mobiliser toutes leurs connaissances, de voir où sont leurs points faibles, leurs points forts, de travailler en conséquence et de s'améliorer, techniquement. Donc ça, c'est un très bel outil pour les apprenants, et on a de la chance d'avoir cet examen, parce que ça permet vraiment de se donner des objectifs concrets à court ou moyen long terme dans son apprentissage, parce que Dieu sait que le japonais, c'est immense, hein, dans quelle direction. Donc ça c'est bien, ça planifie, ça donne un certain cheminement, ça c'est bien. Pour les formateurs, c'est très bien, parce que ça leur donne aussi une sorte de guide d'enseignement pour conduire l'élève d'un niveau N5 à un niveau N4, d'un niveau N4 à un niveau N3. Donc ça permet aux formateurs de s'organiser dans leur programme de formation. Ensuite, le JLPT permet d'obtenir une certification officielle qui est reconnue dans le monde entier par les entreprises et les universités, enfin les organismes scolaires. Voilà, seulement le JLPT, il n'est pas exempt de défauts, et je voulais un peu aussi vous en parler. Il faut bien se mettre à l'idée que le JLPT est conçu comme un test standardisé qui est fait pour faire passer une quantité énorme de personnes en même temps. Je vous parle de 600 000 personnes en même temps le même jour, dans le monde entier. Ça, on peut déjà se poser des questions. Est-ce que c'est le meilleur format qui existe pour évaluer réellement la compétence linguistique de quelqu'un qui, en fait, à la base, est plutôt une compétence humaine, hein, là, qui requiert beaucoup de communication. La langue, c'est pour communiquer. Donc ça, on peut se poser, sur le format déjà, on peut se poser des questions. Pour ceux qui ne connaissent que le JLPT, et moi pendant longtemps je ne jurais que par lui, bon, effectivement, avec du recul, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, il y a d'autres moyens d'évaluer les langues de façon plus précise et plus orientée sur la communication. Je dis aussi cela parce que vous avez vu, il y a 60% de taux d'échec. Même moi, hein, j'ai connu des échecs au JLPT, je n'ai pas toujours tout réussi du premier coup. Les gens ont un résultat, et beaucoup sont déçus de leur résultat, ne l'ont pas, comprennent pas trop pourquoi. Certains peuvent abandonner le japonais, j'en ai connu, parce qu'ils avaient eu une mauvaise note, ou ils ne la comprennent pas, la note. Ils disent pourtant j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et je comprends pas. Difficile de consulter ses résultats, ses copies. Il laisse un peu sur sa faim le JLPT souvent, pour ceux qui le ratent. Ceux qui le réussissent, ils explosent de joie, ils sont très contents, puis voilà, je suis N1, N2, N3, enfin, etc. Et bravo pour ceux qui le réussissent, mais il y en a beaucoup qui le loupent. Et quand on est du côté enseignant, c'est reprendre en main un élève qui a trébuché. Pour certains c'est facile, pour d'autres c'est compliqué. Alors je voudrais que les gens relativisent un petit peu les résultats qu'ils ont sur leur certificat, parce que depuis 2010, le format du JLPT a changé. Avant 2010, bon, il avait un format, il n'y avait que 4 niveaux, et les gens étaient évalués sur leur performance durant l'examen, par rapport à l'épreuve, ce qu'on appelle un score brut. Si vous avez, je sais pas moi, c'est sur 180 points, vous avez 50% de réponses justes, vous avez 90 points. En revanche, depuis le 2010, le système de notation n'est plus celui-là. La méthode de notation, c'est ce qu'ils appellent la méthode de notation étalonnée. Alors tout ce que je raconte, c'est sourcé, hein. En dessous, vous trouverez tous les documents. C'est même, donc je vous répète ce qu'ils disent. C'est la méthode de notation étalonnée, selon un modèle statistique complexe, qui
très sincèrement, restent opaques parce ils ne font pas vraiment de démonstration. Ils disent juste, voilà, nous utilisons des méthodes statistiques, voilà, pour évaluer la personne. Leur argumentation, c'est la suivante. C'est que entre 2 sessions d'examen, juillet et décembre, il peut y avoir des niveaux de difficulté différents. Les organisateurs disent que c'est très difficile de garantir le même niveau de difficulté d'une session à l'autre. Il peut y avoir des différences importantes. Pour pallier à ce problème, pour avoir plus d'équité à l'égard des candidats, ils décident de ne plus compter en score brut, comme ils le faisaient avant 2010, mais ils prennent le score brut, ils le passent dans un modèle statistique qui va tenir compte des résultats globaux de réussite, des tests précédents, etc. Et ils vont moduler la note en fonction pour garder une certaine cohérence. Voilà. C'est ce qu'ils expliquent, et on n'en comprend pas beaucoup plus. Et ça, c'est tout à fait questionnable, parce que garantir le niveau de difficulté équivalent d'une épreuve à l'autre, c'est la responsabilité de l'organisateur. Le candidat, lui, il n'y est pour rien, il passe son examen, la performance du candidat, c'est la performance du candidat par rapport à l'épreuve qui lui est présentée, et c'est à l'organisateur de faire en sorte que l'épreuve soit du niveau. Il ne faut pas que l'épreuve soit trop dure, il ne faut pas que l'épreuve soit trop facile. Ça, c'est la responsabilité de l'organisateur. Je pense que l'organisateur ne devrait pas manipuler les notes à travers un modèle statistique abscon pour garantir une cohérence, une soi-disant cohérence pour bien sûr le bien du candidat, évidemment, ils ne sont pas malveillants, mais ça pose des questions, c'est opaque, c'est pas clair, puis on ne peut pas vraiment comprendre où sont ses forces et ses faiblesses avec un système comme ça. Et donc c'est une méthode finalement de notation qui est mécanique, froide, qui ne prend pas du tout en compte l'humain. En plus, si on parle d'opacité, les anciens sujets ne sont absolument pas disponibles. Il n'y a pas d'annales du JLPT. On trouve des exemples de tests sur leur site, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment travailler et se mettre au niveau. On trouve donc des livres d'entraînement publiés par des maisons privées, des maisons de publication privées. Il y a plein de marques différentes, mais chacun y va un peu de sa cuisine, faute de repères. Bon, pour ma part, je dis simplement que, bon, il faut mettre comment dirais-je, il faut prendre du recul avec la note chiffrée que l'on a, pas y accorder plus d'importance que cela. À l'époque, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, j'avais demandé à mon professeur de japonais, quand j'étais au Japon, de m'expliquer un peu ce système statistique, parce que je n'y comprenais pas. Est-ce que lui, il savait? Et lui, il m'a dit ce qu'il comprenait. Alors, je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais il me dit, si l'épreuve, s'il y a trop de candidats qui ont réussi l'épreuve, ça veut dire que l'épreuve était trop facile, et donc il y aura sans doute des décotes qui seront appliquées, alors de façon statistique, pour ramener, pour rééquilibrer, pour garder une certaine cohérence. Voilà, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Mais bon, si c'est ça, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être pas cette méthode-là, mais si c'est cette méthode-là, ça soulève plein de questions, et je pense que les organisateurs du JLPT devraient communiquer là-dessus. S'il y a trop d'élèves qui réussissent l'examen, ça veut dire quoi trop? Est-ce que ça veut dire que tout d'un coup on va se mettre à poser des quotas? Il faut être dans le bon quota pour réussir. Ce que l'élève il veut, à la base le candidat il veut, c'est évaluer son niveau sur une échelle pour pouvoir mettre dans un CV, point barre. C'est pas un concours où il faut être dans les meilleurs pour être dans la bonne proportion statistique par rapport aux autres, par rapport aux anciens examens, par rapport à une cohérence statistique globale. Non, ce que le candidat il veut, c'est s'évaluer sur une échelle par rapport à l'épreuve qu'il a passée. Donc cette histoire de moduler les notes pour garder une certaine cohérence qui dépasse complètement le candidat, je pense que les organisateurs du JLPT devraient mieux communiquer là-dessus. C'est pas très clair, ça reste assez au niveau stratosphérique, les explications. On comprend pas trop. Ils devraient faire une démonstration, nous montrer. C'est peut-être un très bon modèle, mais
là, au regard des éléments qu'on a, on peut se poser plein de questions et le doute est posé. Quand on veut un certificat de langue, c'est pour certifier son niveau de langue. Donc on ne doit pas avoir de doute. Voilà. Donc ça, c'est ce que je trouve un petit peu regrettable pour une organisation qui donne des certifications. Il ne doit pas avoir de doute. Or, cette opacité, tant au niveau des sujets, tant au niveau des programmes, quel est le programme officiel pour être sûr d'avoir le JLPT N2, N1, quels sont les kanji? Il n'y en a pas vraiment. Aussi, je pense qu'ils auraient peut-être, s'ils veulent garantir une équité entre les candidats, ils pourraient peut-être proposer des programmes d'études, telle liste de kanji, telle liste de vocabulaire, et on vous interrogera là-dessus. Pareil pour la grammaire, pour les textes, ils ont qu'à préparer un recueil de textes, œuvres à préparer, et puis il peut y avoir un bouquin de 200 pages, et puis il faut préparer 200 textes. Je peux vous dire que vous allez avoir, si vous arrivez à préparer 200 textes en japonais, vous aurez un très bon niveau. Et le jour de l'épreuve, vous interrogez sur quelques textes pris dans ce recueil. Alors il pourrait y avoir des textes de journaux, des textes de romans pour les niveaux avancés, je parle, des textes divers, pour justement garantir une certaine diversité. Donc ça, c'est des pistes de réflexion que moi j'ai personnellement. Voilà, c'est pas pour casser plus le JLPT, mais il faut dire que sincèrement, il y a des doutes. Je répète, c'est un très bel outil technique pour se mettre à un certain niveau, pour travailler avancé, mais il est enrobé d'un certain nuage d'opacité, et je trouve que c'est un peu dommage. Et puis, que penser d'un test de compétences, qui se dit de compétences, alors qu'il n'évalue pas les capacités de communication, c'est-à-dire la production? Et je me demande, moi, je m'interroge, est-ce que le mot JLPT, avec proficiency, qui veut dire compétence, c'est pas une appellation un peu trompeuse? Ça se rapproche plus d'un test de connaissance que de compétence. Ça, voilà. Donc, bon, c'est tout ça pour mettre ça en perspective. N'accordez pas plus d'importance au résultat. Si vous l'avez, c'est super, vous avez raison d'aller boire un pot. Mais au-delà, bon, pour ceux qui l'ont raté, baissez pas les bras, travaillez. Continuez à avoir du plaisir à apprendre le japonais, à avancer, parce que c'est ça le plus important. À communiquer, à découvrir le Japon, à vous ouvrir, à rester curieux, le JLPT. Alors il y a des gens qui ont vraiment besoin du papier, parce qu'il y a des enjeux derrière, d'entrer dans une fac, ou d'entrer, d'avoir une promotion, ou de passer un concours, ou de pouvoir mettre ça dans un CV pour entrer dans une société. Bon, il y a vraiment pour certains, il y a vraiment des enjeux concrets, et là, ils n'ont pas le choix, il faut absolument qu'il ait, s'ils veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Mais je vous dis, pour toutes les autres personnes, les étudiants qui souhaitent s'auto-évaluer, avancer, il faut prendre un peu de recul par rapport à cet examen, et pas accorder aux résultats plus d'importance que nécessaire. Et je crois qu'il est primordial avant tout de se concentrer sur le plaisir d'apprendre, de communiquer, de s'ouvrir à l'autre. Il ne faut pas se décourager pour un éventuel résultat décevant ou négatif. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit de ce que je pensais du JLPT. Ça reste une très belle épreuve technique. C'est un très bon moyen pour s'améliorer. Mais prenez un peu de recul avec cet examen au regard de tout ce que je viens de vous dire. Je vais vous parler d'un test qu'on a en France, d'un autre test, et qui a une approche assez différente et que moi-même j'ai passé et que j'ai trouvé très innovante et intéressante. C'est le LILAT. C'est l'abréviation de Live Language Test, qui veut dire test de langue en direct. Alors ce test prend progressivement de l'ampleur et dans le monde professionnel, de la certification professionnelle, du moins en France, il devient une référence. Donc je vous explique ce que c'est. Parce que quand on n'a que le JLPT en tête, l'approche d'évaluation linguistique est assez différente, mais assez innovante et je trouve le principe intéressant. Donc ce test a été créé par la société Lingueo. Alors j'ai mes notes là derrière parce que
Donc je regarde de temps en temps. C'est un organisme de formation linguistique français qui est reconnu officiellement comme certificateur par France Compétences, donc c'est l'État français. Le LILAT donc, a été créé en 2017, donc il est beaucoup plus jeune que le JLPT, et s'attache à évaluer des compétences linguistiques concrètes d'un individu dans le monde professionnel. Donc quand je dis concrètes, c'est des compétences opérationnelles. On évalue évidemment la compétence de compréhension et de production. Là, on est vraiment dans un mode de communication. On évalue la capacité de l'élève, enfin du candidat, à communiquer. Et le score se fait sur une échelle standardisée selon la norme CE-CRL. C'est le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est valable déjà, leur certification est valable en France et plus largement déjà dans l'Europe ou dans tous les pays qui reconnaissent le standard CE-CRL. On va parler du format maintenant. Le format du LILAT, c'est un format en visioconférence. Il peut être passé à n'importe quelle date. Vous prenez rendez-vous en ligne avec votre examinateur. Vous pouvez le passer la quantité de fois que vous souhaitez. Donc si vous n'êtes pas content d'un résultat, vous pouvez toujours essayer de le repasser. C'est pas judicieux de le faire parce qu'à mon avis, si on veut vraiment monter le niveau, il faut quand même travailler un certain temps avant de monter le niveau. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, je ne suis pas content de mon résultat, je dois attendre encore un an la prochaine session ». On n'est pas dans un format aussi rigide que le JLPT. Ça, c'est agréable. Les résultats de l'examen sont donnés en 24 heures, en ligne, donc on n'a pas à attendre 2 mois. Ça aussi, c'est très agréable. Donc, le test est ouvert aux professionnels comme aux étudiants. Quand vous débutez votre test, évidemment, on vous demande de montrer votre carte d'identité. L'examinateur vérifie qui vous êtes. Et vous passez le test une fois que cette vérification est réalisée. Le prix du test, c'est 180 €. Et vous pouvez le financer par votre compte personnel de formation, le CPF. Donc, comme je l'ai dit, c'est un test d'1 heure qui se déroule en visioconférence et on est évalué par un examinateur humain qui vous juge sur pièce, selon la prestation, la performance que vous faites à la caméra en fait. Ça peut être pour certains assez stressant de se dire « Oh là là, je vais devoir faire face à un examinateur pendant 1 heure ». Moi, je trouve que c'est plus agréable d'être évalué par un humain sur pièce plutôt que par un logiciel statistique froid et sur la base d'un simple QCM qui n'évalue que la compréhension. Là, on peut vraiment avoir une communication et dans la langue, vous savez, vous avez aussi les signes. Le langage corporel fait d'une partie de la communication. Ça rentre en jeu. Ça, le QCM du JLPT ne le prend pas en compte. L'accent que vous avez, l'accent qu'un candidat aurait, un accent très fort à couper au couteau, qui fait que, même s'il est très bon techniquement, quand il prend la parole, on ne le comprend pas, ça, le JLPT ne l'évalue pas. Là, le LILAT va mettre un coup de projecteur direct sur ce type de défaut et vous serez évalué là-dessus. Je me souviens, j'avais des copains chinois qui préparaient le JLPT quand j'étais à l'école de langue au Japon. C'était des bêtes de concours, hein, des pros du QCM, on pourrait dire, et ils ont eu de très bonnes notes au JLPT N1. Bon, vous allez me dire qu'ils connaissent beaucoup de kanji, mais bon, il n'en demeure pas moins que c'était des pros du QCM. Bon, ils ont travaillé, hein, c'était pas donné, mais ils sont dans cet esprit. Mais quand ils prenaient la parole, malheur, on comprenait rien à ce qu'ils disaient, même les profs ne comprenaient pas ce qu'ils racontaient. Mais pourtant, ils ont eu le N1. Voilà, donc il faut bien comprendre que ça, le LILAT, avec une performance médiocre en termes d'accent, de compréhension, vous êtes tout de suite sanctionné. Donc là, on a vraiment, je pense, un test qui évalue la compétence. Mais faire une bonne prestation LILAT, c'est avoir un bon niveau technique à la base. Donc je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc c'est un test, comme vous le comprenez, qui met en situation le candidat sous forme d'un échange continu avec l'examinateur à travers une série de situations. Et l'examinateur évalue de manière réaliste la capacité du candidat à communiquer dans un contexte professionnel en japonais.
Et donc il y a 4 niveaux, il y a 4 critères qui sont évalués. Je vais vous les lire. Le premier critère, c'est accueillir, identifier une personne ainsi que sa demande. Échanger à bon escient en japonais selon le profil de l'interlocuteur. Là, donc, on parle de est-ce qu'on sait maîtriser la langue honorifique ou pas, et à quel moment on doit l'appliquer. Hein, donc le keigo. Après, et c'est en réel, il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment le maîtriser. Après, vous avez recueillir des informations. La deuxième compétence, c'est recueillir des informations, poser des questions claires et précises en japonais, reformuler les informations qu'on a entendu d'un côté à un tiers de façon adéquate, également selon le profil de l'interlocuteur. Vous avez la troisième compétence, c'est transmettre des consignes et des instructions d'un tiers à un autre collaborateur. Et le quatrième critère d'évaluation, c'est consulter des documents en japonais, qu'ils soient écrits, audio ou vidéo, et exploiter les informations recueillies dans le cadre d'un accueil de clients japonais ou de collaborateurs. Quelques exemples de mise en situation que moi j'ai eu. Par exemple, je devais accueillir un nouveau collaborateur dans mon équipe et je lui expliquais son poste, lui présenter le règlement intérieur de l'entreprise. Alors le règlement intérieur, il était fourni par l'examinateur. Alors il était court. Parce qu'on n'a pas le temps, il y a 5 ou 6 sketchs selon le niveau, je pense, et donc vous n'avez pas 10 minutes pour préparer vous avez 1 ou 2 minutes, et ça va très vite, c'est dans le continu, c'est dans le flux, donc oui, vous le lisez rapidement, et vous entrez tout de suite en action, donc ça ne peut être qu'un règlement court, mais de niveau. Deuxième sketch que j'ai eu à faire, c'est accueillir un client japonais mécontent au téléphone et lui proposer une solution commerciale en fonction de la politique commerciale de l'entreprise. Voilà. Puis j'avais, pareil, la troisième épreuve, j'avais un long texte qui me parlait d'une ville en Europe. J'ai dû le lire à haute voix, un texte format 4, hein. Et tout de suite, je me suis retrouvé comme agent d'accueil à l'office du tourisme de la ville et j'ai dû accueillir des touristes japonais et ils me posaient plein de questions et bien sûr, les réponses étaient dans le texte et il fallait les utiliser. Voilà ce type d'épreuves auxquelles vous faites face au LILAT. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on voit tout, quoi, ce que vous êtes réellement capable de faire. On ne vous interrogera pas sur l'articulateur logique ou des points techniques extrêmement précis, c'est pas le but. Ça, vous devez les maîtriser, vous le montrez en utilisant la langue que vous les maîtrisez. Voilà. Donc l'évaluation, elle n'est pas chiffrée, c'est l'examinateur qui valide des thèmes de compétences au fil de l'épreuve. Par exemple, est-ce qu'il sait lire un texte natif à haute voix, clair, et est-ce qu'on le comprend? Paf, check. Est-ce qu'il est capable de maîtriser la langue honorifique correctement en face à un client? Check. Ou pas. Voilà. Et plus vous validez des thèmes de compétences, plus vous montez dans le degré de votre certificat. Voilà, ça fonctionne comme ça et je trouve que c'est assez intelligent parce que très sincèrement, au JLPT, vous avez, je sais pas, 99 points, vous échouez, vous avez 100 points, vous réussissez. C'est tout à fait questionnable. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une compétence en langue? Ah, t'as 99 points, t'as pas le niveau, t'as 100 points, tu l'as. Bon. La langue, c'est une compétence humaine, c'est pas une compétence arithmétique, c'est pas de la physique, c'est pas des maths. Voilà, donc ça c'est ce que j'aime bien dans le LILAT, c'est que je trouve une méthode d'évaluation innovante, mais voilà, vous avez un examinateur pour vous pendant 1 heure. C'est un test qui est vraiment passé à l'échelle individuelle. Alors que le JLPT, je dis bien, il est passé à une échelle monstrueuse, quoi. Enfin, c'est énorme. Et 2 candidats dans le LILAT qui auraient le même nombre de compétences validées pourraient ne pas avoir le même certificat.
le même degré de certificat, parce que ce qui va être pris en compte par l'examinateur, c'est la fluidité et la précision de l'expression orale, la richesse du vocabulaire du candidat, la précision, et puis la justesse de la grammaire. Il ne faut pas faire des phrases incohérentes grammaticalement, et puis la capacité à réagir à bon escient aux questions de l'examinateur, selon sa position. Est-ce que c'est un collaborateur? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un ami? Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est cette capacité à s'adapter à cette communication réelle, qui est à la fois écrite, à la fois orale, du candidat qui est évalué. Voilà, donc l'analyse du LILAT, ben, je l'ai faite, hein, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un test fiable qui, moi, je trouve, valide vraiment la compétence linguistique d'un individu dans un contexte réel. Et je pense que c'est un outil précieux pour les personnes qui souhaitent obtenir une certification de leurs compétences en japonais. Et ça, c'est pour les candidats. Et pour les entreprises, je pense que c'est un bon critère d'évaluation de leurs candidats pour les entreprises qui cherchent des gens avec un profil avéré de compétences linguistiques. Et puis bon, le LILAT, le fait qu'il puisse se passer à distance pour les candidats qui n'habitent pas dans les grands centres d'examen du JLPT, ben en fait ça revient moins cher. Moi le JLPT, quand mes élèves, on est en province, hein, loin des centres, quand les élèves montent à Paris, ben, c'est une affaire à 300-400 € avec le train, peut-être l'hôtel, etc. Donc plus les frais d'examen. Alors que le LILAT, quand on est à distance, ben voilà, c'est juste le prix de l'examen, point 180 €. Donc pour beaucoup, c'est moins cher. Et puis le fait de ne pas se déplacer, c'est quand même agréable. Alors vous allez me dire, oui, mais vous pouvez afficher des choses à l'écran, vous pouvez tricher, vous êtes chez vous. Je vous dis, c'est franchement irréaliste. Ça va tellement vite, on voit si vous êtes capable ou pas, quoi. Enfin, c'est... Même si vous avez une note, c'est pas ça qui va être jugé. C'est votre prestation en tant que telle dans la langue. Et puis c'est tellement... Il n'y a pas un examen sur deux qui se ressemble. C'est tellement sur pièce. Et là, vous avez vraiment affaire à un examinateur qui vous juge en continu directement. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil si vous voulez avoir un bon score au LILAT? Il n'y a pas de notion de réussir ou de rater. En fait, vous sortirez avec un niveau. On vous donnera un niveau. Mais bon, selon la performance que vous avez faite. Ça aussi, c'est un grand avantage par rapport au JLPT. Vous voulez évaluer votre niveau, vous êtes là pour évaluer votre niveau. Vous n'êtes pas là pour savoir, pour décrocher ou passer un concours, décrocher un certificat sur une note arithmétique. Non, vous ne l'avez pas. Vous avez 99, vous ne l'avez pas. Vous avez 100, vous l'avez. C'est un peu obsolète comme façon de penser, je trouve, pour les langues, pour ma part. Donc, pour réussir le LILAT, entraînez-vous aux mises en situation professionnelle. Vérifiez bien votre matériel informatique, micro, webcam, connexion internet avant le test. Moi je vous dis restez calme et concentré, soyez pas plus stressé que ça. Les examinateurs ils sont pas là pour vous casser, hein. Ils sont humains, bienveillants, ils font en sorte que vous soyez à l'aise pour que vous puissiez vous déployer au maximum. Et n'hésitez pas à mettre en valeur vos compétences et à prendre des initiatives, ça sera bien vu. Moi, je recommande le LILAT à toutes les personnes qui souhaitent avoir une évaluation complète, réaliste et humaine de leurs compétences en japonais, dans un contexte professionnel. Voilà. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, si on reprend un peu tout ce que j'ai dit, puis on rajoute un peu quelques réflexions complémentaires, le LILAT 1, il est basé sur le cadre CE-CRL, le cadre européen commun de référence de langue. Il vise à évaluer des compétences professionnelles, concrètes, en continu durant toute l'épreuve. Voilà, donc c'est un examen qui évalue votre capacité linguistique réelle. Le JLPT, quant à lui, dispose d'une échelle propre, propriétaire, hein, d'évaluation. Et en raison de son format académique, pensé pour une évaluation à très grande échelle, et en absence d'exercice de production, bah, le JLPT ressemble plus à un examen de connaissances que de compétences linguistiques. Et
On peut se poser la question sur son appellation proficiency, qui veut dire donc compétence, s'il ne pourrait pas se dénommer plutôt K pour knowledge, ce serait le JLKT. Voilà, donc ça c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que finalement le mot proficiency n'est pas un peu trompeur dans l'idée? Bon, mais quoi qu'il en soit, ces deux tests ne sont pas en opposition, ils me semblent complémentaires. Le JLPT, lui, évalue la technicité d'une connaissance, de la connaissance de la langue, quand le LILAT, lui, évalue la compétence opérationnelle. Et sans une bonne maîtrise technique, que l'on peut obtenir en travaillant le JLPT, entre autres, c'est très difficile de faire une belle performance au LILAT. Cependant, sans le LILAT, vous aurez du mal à prouver sur un simple CV votre véritable compétence linguistique. Ça, c'est le point important à comprendre, c'est que je crois que ces deux examens sont très complémentaires dans l'apprentissage du japonais. On peut aussi légitimement faire une petite comparaison avec ce que nous faisons en français pour les étrangers. Nous avons le DELF, le DALF, ce sont donc des tests de français destinés aux étrangers qui apprennent notre langue. Et on peut faire rapidement un petit comparatif avec le JLPT, justement. Le DELF, dans son format, il évalue autant la production que la communication. Donc c'est un test complet qui est à la fois sur table et devant un jury avec des examinateurs. Ça se passe dans des centres. Donc quelque part c'est un peu un entre-deux entre le LILAT et le JLPT, c'est une combinaison des deux. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de centres. Au Japon, je crois qu'ils ont une dizaine de centres entre l'Alliance française et l'Institut français du Japon. Il y a une dizaine de centres. Et donc, il y a moins de candidats par centre et des évaluateurs pour les évaluer sur chaque centre. Donc, c'est un engagement de moyens. C'est parce qu'on a la francophonie, c'est un programme d'État hein, quand on est à ce niveau-là. Il y a un engagement de moyens, il y a que nous, on donne, qu'on accorde à l'enseignement de la langue française que vraisemblablement les Japonais n'ont pas. Alors peut-être que l'État japonais va bientôt s'en mêler, ou il s'en mêle déjà, mais je ne crois pas qu'il y ait un équivalent de la francophonie du côté japonais pour enseigner le japonais aux étrangers. Autre point, dans son CV, quand vous écrivez que vous avez un niveau, par exemple JLPT, ne faites pas une équivalence CE-CRL ou l'inverse, ne faites pas une équivalence CE-CRL en JLPT, ça serait vraiment maladroit et déconseillé, parce que comme vous l'avez compris, les philosophies qui sous-tendent ces deux standards sont complètement différentes. L'idéal, ce serait de passer les deux examens. Donc ne faites pas de comparaison au doigt mouillé officiellement dans votre CV, parce que les gens qui connaissent ça, vous retoqueront, quoi, ça vous desservira. Après, entre amis, autour d'un pot, de façon décontractée, très informelle, vous voulez dire, pour faire comprendre ce que c'est, vous pouvez faire ce raccourci, personne ne vous le reprochera, mais officiellement, non, le faites pas. Je voulais aussi vous dire que la Fondation du Japon développe une autre norme, c'est le JF Standard, qui est un copier-coller du CE-CRL. Hein. Ils évaluent également A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et donc les organisateurs du JLPT travaillent dur pour essayer de se rapprocher au maximum du CE-CRL et pouvoir en 2025 certifier également, dans le cadre du JLPT, sous le format européen. Ils ont fait un communiqué de presse là, début 2024 à ce sujet. Donc on peut se poser aussi des questions. Quel sera le format du JLPT en 2025 ? Est-ce que nous irons vers une reconnaissance internationale du CE-CRL ? Est-ce que le CE-CRL sera admis par tous, y compris par les organismes institutionnels au Japon ? J'entends bien au Japon. Est-ce que si vous venez avec un niveau, je ne sais pas, B2 au Japon de japonais, est-ce qu'on vous le reconnaîtra ? Donc peut-être qu'avec le JF standard, le parallélisme, l'équivalence sera possible.
Et ça serait quand même bien parce que je crois qu'il y a un véritable enjeu pour les Japonais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'étrangers qui maîtrisent correctement leur langue. Les enjeux sont très importants. Et je crois que le Japon a tout à gagner pour lui, pour son rapport avec les autres pays et les autres nationalités, d'avoir un maximum d'étrangers qui parlent bien et qui ont un bon niveau de compétence en japonais. Donc s'engager dans cette voie pour à avoir une échelle de standardisation équivalente au CECRL, ou avec qui on pourrait faire une passerelle très simplement, ça serait vraiment une très belle chose. Voilà, mais quoi qu'il en soit, les réponses à ces questions viendront dans le futur, hein. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que pour finir, l'apprentissage d'une langue, c'est pas que des certificats, c'est pas que des notes, c'est pas que des tests froids. L'apprentissage du japonais, c'est un processus d'étude, bien sûr, mais c'est un processus vivant et continu. On doit prendre plaisir. Ça se vit une langue, c'est pas que des règles et des kanji dans un coin. Ça se vit au contact, ça se vit avec le Japon. Une langue, ça se ressent dans tout son corps, dans son âme, dans son cœur. On peut ressentir des émotions à partir d'un certain niveau. C'est pas que de la théorie. On peut avoir du plaisir, on peut avoir des joies, on peut avoir des peines dans une langue étrangère, en japonais. Et c'est ça, vivre une langue. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, donc sur ses certificats, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Continuez à prendre plaisir dans votre pratique, dans votre travail, dans votre étude, pour vous améliorer. On n'a jamais fait le tour d'une langue, même en français, on en apprend toujours. Utilisez ces tests pour avoir un certificat justifié de votre niveau dans le cadre d'un recrutement, oui, mais utilisez aussi ces tests comme des outils d'amélioration en fonction de vos besoins. Et pour finir, je dirais vraiment, quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras, il y a toujours des possibilités pour les gens qui travaillent et qui surtout ne fuient pas leurs rêves. Voilà. Donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous comprenez un peu mieux. Si ça vous a apporté quelque chose, j'en suis très content. Moi, je vous souhaite un bon travail, une bonne pratique du japonais, et puis je vous dis à très bientôt. Matane!